Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu de rôle. Prenez vos cahiers, asseyez-vous bien, parce que je mets ma casquette de professeur et vous êtes mes étudiants pour une véritable masterclass sur la stratégie produit. On va littéralement décortiquer la mécanique pure de ce qu'on appelle les offres sur un marché. L'idée, c'est de désosser pièce par pièce la stratégie qui se cache derrière chaque objet ou service qu'on consomme tous les jours. Allez, c'est parti. Alors, au menu de notre cours aujourd'hui, d'abord, on va parler des fameux 4 P du marketing. Ensuite, on se demandera ce qu'est vraiment un produit, puis on explorera ses différentes dimensions. On enchaînera sur le pouvoir du design et on finira en beauté avec le rôle clé du packaging. Première partie donc, les 4 P du marketing, nos piliers fondateurs. Bon, pour qu'on parte tous sur les mêmes bases académiques, posons d'abord la définition absolue. Le mix marketing, c'est quoi au juste ? Eh bien, c'est l'ensemble des outils à la disposition d'une entreprise pour atteindre ses objectifs sur un marché cible. En gros, imaginez une énorme boîte à outils. L'entreprise ne fait pas de l'improvisation, non. Elle pioche dedans et assemble des variables qu'elle contrôle de A à Z. Et ces variables, ce sont les 4 piliers fondamentaux, les fameux 4 P. Ça nous vient de l'anglais Product, Price, Place, Promotion. Donc en français, le produit, le prix, la distribution et la communication. Mais pour notre explication d'aujourd'hui, on va volontairement mettre de côté le prix, la distribution et la communication. Pourquoi ? Pour faire un gros plan, un vrai zoom exclusivement sur le tout premier pilier, le plus vital de tous, le produit. Parce que, disons-le franchement, sans un produit en béton armé, tout le reste s'effondre. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, qu'est-ce qu'un produit au-delà du tangible ? Quand on entend le mot « produit », on pense tout de suite à un objet physique, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une erreur classique. La réalité est beaucoup plus vaste. Oui, ça peut être un bien tangible comme un banal baril de lessive. Mais un produit, c'est aussi un service, comme une nuit d'hôtel. C'est une expérience, une pièce de théâtre par exemple. Ça peut même être un événement gigantesque comme les Jeux Olympiques ou une organisation comme le Musée du Louvre. Et tenez-vous bien, un étudiant fraîchement diplômé sur le marché du travail qui vend ses compétences, d'un point de vue purement marketing, c'est aussi un produit. En fait, toute offre sur un marché est un produit. Alors attention, voici la règle d'or absolue à retenir. Dans ce domaine, la perception prime toujours sur la réalité technique. Le marketing, il regarde le produit tel qu'il est perçu par les gens, pas juste ce qu'il est factuellement. L'exemple typique, la lessive. Son odeur est absolument vitale pour la perception du client. Pourtant, chimiquement parlant, le parfum n'aide pas du tout à mieux laver le linge. Mais sans cette odeur de frais, on ne perçoit pas la propreté. C'est comme les boulangeries Paul. C'est très dur de maintenir une image rustique et authentique si les produits en vitrine ne renvoient pas immédiatement cette perception visuelle et olfactive. Allez, troisième partie, les dimensions du produit, de l'idée à la formule. Pour bien comprendre l'anatomie d'un produit, il faut le couper en deux. D'un côté, on a le concept marketing et de l'autre, la formule produit. Le concept, c'est votre promesse durable. Prenez l'huile d'olive haut de gamme. Le concept, c'est la promesse du terroir, du naturel, de la santé. Ça doit durer dans le temps. Et en face, vous avez la formule. Ça, c'est la description littérale, purement technique. Pour notre lessive de tout à l'heure, c'est la liste exacte des agents chimiques. Pour un voyage organisé, ce serait la durée précise et le type d'avion. Le truc à retenir ici, c'est que oui, la performance dépend de la formule, mais cette formule doit obligatoirement soutenir le concept marketing. Si les deux ne sont pas alignés, c'est le crash assuré. Quatrième partie de notre masterclass, le pouvoir du design. Esthétique et ingénierie. Très souvent, on réduit le design à un truc juste joli ou décoratif. Mais c'est tellement plus que de l'art. Le design, c'est la conception d'objets pour optimiser l'utilisation pour le client, mais aussi la production pour l'entreprise. Le but ultime, créer une expérience hyper satisfaisante. L'exemple roi pour illustrer ça, c'est évidemment l'iPhone. Ce n'est pas juste un bel objet, c'est la fusion parfaite entre une technologie ultra complexe et une identité sensorielle hyper intuitive. D'ailleurs, un bon design ne sort jamais de nulle part. Il doit cocher 4 cases bien précises. 1. L'attractivité. Pensez aux hôtels Hyatt, dont l'architecture est pensée sur mesure pour plaire à leur clientèle cible. 2. La fonctionnalité. L'exemple parfait, la poêle Tefal. Son ergonomie, son revêtement anti-adhésif, tout est pensé pour faciliter la vie, la prise en main au quotidien. 3. L'efficience. Le designer doit penser à l'usine. Un objet magnifique mais impossible à fabriquer à la chaîne, ça ne sert absolument à rien. Et enfin 4. L'identité. Le design doit hurler les valeurs de la marque. Pensez au flacon de parfum Diesel en forme de poing fermé, qui affiche un positionnement rebelle au premier coup d'œil. Cinquième et dernière partie, le rôle clé du packaging, notre vendeur silencieux. Pour la plupart des produits qu'on achète tous les jours, le packaging, donc l'emballage, c'est souvent aussi important que le produit lui-même. Vraiment.
Pourquoi? Déjà à cause du libre-service. Dans les rayons de votre supermarché, il n'y a personne pour vous convaincre d'acheter. Le produit doit faire le job tout seul. Et ensuite, la différenciation. Quand 10 produits font exactement la même chose techniquement, c'est la boîte qui gagne. Regardez les glaces Häagen-Dazs. Leur emballage transmet visuellement une telle impression de luxe que ça justifie complètement le choix et le prix pour le consommateur. Et c'est là qu'on arrive au sommet de cette logique. Tenez-vous bien. Parfois, le packaging est le produit. Oui, littéralement. L'exemple de Nespresso est tout simplement magistral. Leur capsule en aluminium, c'est ça la vraie innovation. Sans la capsule, la machine ne sert à rien, le rituel du café parfait n'existe pas. Ici, c'est bien l'emballage spécifique qui crée le produit. C'est fascinant, non? Juste pour être tout à fait complet, il faut savoir que le packaging se divise en 3 niveaux logistiques. Vous avez l'emballage primaire, c'est celui qui touche le produit, comme le flacon d'un parfum. Ensuite, l'emballage secondaire, la jolie petite boîte en carton autour du flacon, qu'on jette souvent tout de suite en rentrant chez soi. Et enfin, l'emballage tertiaire, ça on le voit rarement en magasin, ce sont les grosses caisses en carton ou les palettes, pensées uniquement pour la manutention et le transport des distributeurs. Mais au-delà de faire vendre, le packaging a des fonctions techniques cruciales. Et c'est un point sur lequel je veux vraiment insister. D'abord, il assure la protection de l'offre. Prenez les briques Tetra Pak ou le café sous vide. Ça protège des chocs, ça bloque la lumière, ça garde les arômes intacts. Ensuite, il y a la commodité d'usage. Là, l'ingénierie fait des miracles. Pensez à Heinz, qui a totalement révolutionné le marché en mettant sa bouteille de ketchup à l'envers. C'est tout bête, mais ça change tout pour le dosage. Et enfin, le transport. C'est pour ça qu'on a ajouté des poignées en plastique ultra solides sur les gros packs de bouteilles d'eau. Un détail qui facilite grandement la vie du client. Sauf qu'aujourd'hui, toute cette belle ingénierie se heurte à un défi monumental, la protection de l'environnement. C'est la nouvelle fonction technique incontournable. Les industriels n'ont plus le choix. Ils doivent penser à toute la vie de leur emballage, de sa création à sa destruction. Développer des matériaux biodégradables ou 100% recyclables, ce n'est plus juste une petite option sympa pour faire bien. C'est devenu un véritable impératif industriel. Ce qui nous amène à la fin de notre cours et je vous laisse avec cette réflexion. On a bien vu à quel point créer un produit relève de la chirurgie de précision, de la perception d'une odeur jusqu'à l'ergonomie d'une poignée de transport. Mais alors, comment ces nouvelles contraintes écologiques très strictes vont-elles forcer les entreprises à réinventer totalement la formule de leurs produits, leur design et ce fameux libre-service? Je vous invite vraiment à garder cette question en tête la prochaine fois que vous flânerez dans un rayon de supermarché. Merci d'avoir suivi cette explication avec autant d'attention. Le cours est terminé et à très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.